Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense au nom du collectif, au nom de la salle ici, nous vous remercions. Nous vous remercions pour votre engagement, nous vous remercions pour votre ténacité et cette lucidité que vous avez pour mener les actions aujourd'hui à la tête du secrétariat d'État. Et nous reviendrons vers vous avec les propositions, parce que nous avons des propositions à vous soumettre. Et merci pour la confiance que vous avez témoignée dès le début de votre arrivée au gouvernement. Merci, madame. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les séquences. Vous avez vu que nous scandons la journée avec 3 moments forts. Donc la séquence santé, la séquence cet après-midi qui va être consacrée au travail, et sport et culture. Alors juste pour quand même préciser, évidemment le sexisme, il est partout. Madame la ministre vient de le reconnaître, mais nous ne pouvions pas traiter en une journée tous les secteurs. Donc le collectif a décidé de se concentrer sur ces 4 domaines, et donc nous démarrons avec la santé. Mais alors avant de donner la parole au collectif et au groupe de travail sans santé, j'invite Laurence Beldowski et Céline Boisson, de Toutes Femmes et Toutes Communicantes, membres du collectif, association qui donc regroupe des communicants dans la communication et qui va, je crois, vous faire participer à un petit test. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis aujourd'hui de participer à ce collectif parce qu'on est complètement convaincus que les communicants et les communicants ont leur part de responsabilité dans cette lutte contre le sexisme, mais aussi dans sa continuité. Et on a décidé, chez Toutes Femmes, Toutes Communicantes, il y a 2 ans, de lancer une grande campagne que vous avez peut-être vue, qui s'appelle No More Clichés. Et ben nous aussi, pour lutter contre toutes celles et tous ceux qui nous disaient mais non, c'est pas vrai, le sexisme n'existe plus. Enfin, vous voyez le sexisme partout, hein, c'est ce que vient de dire Madame la Ministre. Mais nous, on savait bien qu'il était encore là et que nous avions une responsabilité très forte sur l'image que nous renvoyons aux Français et aux Françaises, mais aussi à tous les citoyens sur ce sexisme qui persiste. Alors, je vous propose de se remettre, qui va poser le sujet et qui va nous mettre tous, je pense, d'accord là-dessus. Que je vous présente une table heureuse? Eh bien, regardez-moi. Je me suis équipé avec les derniers appareils Brandt. Ils comptent tout pour moi. Vous avez été ému par la femme soumise des années 70. C'est fort, ça. Je te signale, c'est fort. Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80. Florence, c'était des petits plats préparés avec amour. Vous avez été troublé par la femme objet des années 90. Cette femme attachante et follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX. Vous avez adoré la femme d'aujourd'hui. Quand elle mange un yaourt, elle prend son pied. Quand elle mange une glace, elle prend aussi son pied. Et quand elle boit de l'eau, c'est l'extase totale. Aujourd'hui, elle a le droit de conduire, mais elle a toujours un petit problème avec le parking. Elle prend des douches aussi. Beaucoup de douches. Trop de douches. Et quand elle n'est pas à la maison, tout part à volo. Il serait peut-être temps de changer de film. En 2016, soyons tendance, luttons contre les clichés sexistes. Donc voilà, vos réactions prouvent bien que le sexisme est vraiment encore là et trop là dans le monde de la publicité. Vous pouvez aller le revoir sur YouTube et le partager
pour sensibiliser aussi d'autres personnes autour de vous. Donc ce film a eu beaucoup de succès, il y a 220 000 vues, plus de 220 000 vues aujourd'hui sur YouTube. Et forte de ce succès, on a créé un kit de communication pour sensibiliser l'ensemble du monde de la communication, directeur marketing, directeur de la communication, directeurs généraux et directrices générales, et directeurs et directrices d'agences de communication pour montrer que nous avons toutes et tous une responsabilité en tant que communicants et communicantes pour arrêter de créer de la communication sexiste, des publicités sexistes, et que sans sexisme, nous pouvons encore être créatifs et créatives. Donc on a lancé ce kit de communication l'année dernière avec plusieurs parties, expliquer ce qu'est le sexisme, avoir aussi une partie sur des critères pour montrer comment créer une publicité non sexiste. Et pour les aider, puisque chez Comment, on a aussi une responsabilité de donner toutes les clés pour continuer à avancer dans le monde de la communication en étant non sexiste. Alors on a créé cette checklist avec 10 critères qu'on va vous énumérer ici, et puis ensuite on va vous l'illustrer par quelques cas qui, j'espère, avec ces critères-là, vont vous aider à déceler les publicités sexistes et non sexistes. Alors, il y a les rôles qui sont donnés aux hommes et aux femmes. Alors, on va pouvoir l'illustrer après, mais en gros, un rôle est-il spontanément donné à une femme ou à un homme ou aux deux? On a les métiers, effectivement. Est-ce qu'on attribue plus un métier à une femme ou à un homme? Le nombre, l'égalité de la représentation homme-femme dans une communication, la parentalité, je ne vais peut-être pas décrire l'ensemble des choses parce qu'on a très peu de temps, mais on va l'illustrer juste après. La représentation des corps, est-ce qu'on est respectueux et est-ce qu'on n'objectise pas la femme dans la communication? Vous avez peut-être des éléments de réponse en voyant le film que vous avez vu juste avant. La posture physique, la façon dont la femme est représentée, les mots employés aussi, quel adjectif, quel qualificatif on attribue à l'un ou à l'autre. Le ton, les mots employés, le ton rédactionnel, les lieux et les couleurs. Et ces critères-là nous permettent à chaque communication et du coup aux créatifs et designers qui créent les communications de valider si la communication est sexiste ou pas, et aux annonceurs de pouvoir mieux juger. Alors on va commencer par rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va vous présenter sur chaque séquence tout au long de la journée des publicités qu'on a trouvées et qui illustrent la thématique qu'on va traiter ensuite. Donc on commence effectivement par la santé, avec l'idée en fait, avec le fait de se poser la question sur l'objectisation de la femme, les violences faites aux femmes, le corps de la femme et le rôle d'objet sexuel qu'on lui donne encore beaucoup trop régulièrement. Alors voilà une publicité de Saint-Laurent, enfin plutôt deux. Voilà, est-elle sexiste ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a un respect de la représentation de la femme ici avec cette publicité qui, ça c'était en novembre 2016, a été très très vite retirée. Mars 2017. Mars 2017. Quelques mois après, a été très très vite retiré. D'ailleurs, Saint-Laurent ne voulait pas, n'était pas d'accord, mais avec cette représentation de la femme très très maigre, retouchée. D'ailleurs, avec une obligation aujourd'hui de le notifier, mais ce qui n'est pas fait automatiquement. Et puis dans une position pour le moins pas du tout naturelle et pas du tout valorisante pour la femme. Alors, la deuxième publicité, c'est une publicité qui a été réalisée pour Tefal. Dieu merci, vous ne l'avez jamais vue, mais on voulait vous montrer jusqu'où les créatifs étaient capables d'aller. Donc, si vous ne voyez pas bien le détail, en fait, on voit une planche à repasser qui est humanisée, qui représente un homme et qui est en train de clouer à terre une femme et de la frapper avec un fer à repasser. Donc là, on se pose la question à la fois du corps de la femme et de la violence, mais aussi du ton de la publicité. Parce que quand même là on va très loin.
Donc heureusement, cette pub a été retirée et on a quand même, tenait à vous le signaler, des entreprises qui sont vigilantes et qui savent aussi avoir un regard avisé. Autre exemple, donc là c'est pour Sweet Supply, c'est une marque de costumes pour hommes qui, avant de valoriser les costumes, montre en fait un homme sur une femme avec une proportion pas forcément naturelle là aussi entre l'homme et la femme et une domination de l'homme sur la femme avec des actions pour le moins là aussi étonnantes et en tous les cas pas forcément encore une fois respectueuse. Donc ça existe, cette campagne existe depuis plusieurs années et reste encore. C'est-à-dire continue. on vous en montre 2, mais sans exagérer, je pense qu'il y en a une dizaine. Donc vous pouvez les consulter ou alors tweeter aussi. Et très clairement, quand on va dans les écoles et qu'on montre cette publicité, les plus jeunes qui ont un modèle de la sexualité liés à la pornographie et à tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux sont à peine choqués. Donc si en plus, dans la communication, on répercute ces schémas, vous imaginez bien les effets dévastateurs que ça peut avoir. Mais effectivement, il y a une responsabilité, c'est-à-dire que la communication est dans l'ensemble de la société et les gens qui les voient s'habituent aussi aux images qu'ils voient et c'est là où ça peut avoir des incidences sur les jeunes générations. Alors ensuite, avec le groupe qui travaille sur la santé, on s'est posé aussi la place de la femme dans le soin et dans la santé. Donc on vous a repéré ce petit film. Ça, c'est la version française. Et regardez nos amis anglais, eux, jusqu'où ils vont. Là, la femme s'occupe de son enfant, mais elle doit aussi s'occuper de son mari. Et vraiment, on se dit que, heureusement que les femmes sont là pour veiller, parce qu'on ne sait pas comment la planète vivrait. Donc voilà, sur cette parentalité et le care, le soin porté, la santé, les femmes ont toujours vraiment un rôle majeur. Et vraiment, on aimerait bien que les hommes aussi se lèvent la nuit pour s'occuper des enfants et leur mettre du Vicks Vaporub. Et dernière communication pour Mercurochrome, on vous laisse le regarder. Alors, selon vous, sexiste, pas sexiste? Ok. Effectivement, il y a 2 petits garçons dans une voiture. Bon, ça aurait été plus sympa d'avoir un petit garçon et une petite fille. Et puis, on n'est pas aussi hystérique quand on ouvre une boîte de chaussures. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Donc, effectivement, avec beaucoup de clichés. Donc, il y a du travail encore à faire puisque les communications qu'on vous montre sont récentes et sont encore, que vous pouvez encore visualiser. Merci, on reviendra en début d'après-midi pour une deuxième séquence checklist sur le monde du travail. Alors maintenant, pour démarrer la séquence santé, nous appelons Sylvie Bréban, rédactrice en chef L'Éthérienne, TV5 Monde, qui va animer la séquence santé. Bonjour, et tout d'abord, je suis très honorée et ça me fait très plaisir d'être là pour animer cette première table ronde, puisque à Terrienne, on a commencé déjà il y a un certain moment. Je pense qu'on a été un des premiers grands médias national et international, TV5 Monde, à intégrer cette problématique générale, on va dire, à l'intérieur, avec, c'était il y a 7 ans. Et donc, à l'époque, il y avait une directrice générale, une présidente directrice générale à la tête de TV5 Monde. Ça a pas mal facilité les choses, il faut bien le dire. Et je voulais un peu, avant d'appeler nos intervenantes, dire que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La rédaction de Terrienne a augmenté de 100%. Nous sommes passés de 1 à 2. Voilà.
Bon, enfin, voilà, ça fait partie des drôles de choses. L'autre bonne nouvelle aussi dont je voulais vous parler pour introduire cette séance, il y en a même deux, c'est que ce matin sont tombés, peut-être vous l'avez déjà vu, les chiffres des dépôts de plaintes pour les agressions sexuelles. Et dans cette année si particulière de 2017, elles ont fait un bond considérable parce que enfin les femmes osent de plus en plus aller porter plainte. Et enfin, une bonne nouvelle, parce que nous ne sommes pas seulement français, nous sommes aussi québécois, suisses et belges, à TV5 Monde. Et le Québec, depuis 100 ans, la première femme qui est devenue médecin, c'était en 1918. Et aujourd'hui, il y a la parité, même un peu plus, en termes de médecine, de femmes médecins actives au Québec. Et les étudiantes constituent plus de 63% des effectifs d'aspirants médecins. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle, mais elles nous viennent assez souvent du Québec. Voilà, donc je vais appeler toutes les intervenantes à me rejoindre. Donc Françoise Brier, Moira Sauvage, Brigitte Salmon, Véronique Seillet, Nicole Edelman aussi, et puis enfin toutes celles qui participent à la première table ronde. Et donc pour commencer, on va aussi faire aussi pas mal d'animations vidéo pour un peu rythmer cette séance. Et donc on commence par une petite vidéo que je vais découvrir avec vous qui s'appelle « Tout le monde s'en fout ». Tolère encore. Quand je dis nous, je dis les propriétaires d'un pénis et du genre masculin. Non, parce qu'il ne faudrait pas oublier non plus que là, ça fait à peine une centaine d'années que les hommes commençaient à se dire que peut-être qu'ils avaient aussi les droits. Pas quoi, c'était il y a longtemps, maintenant c'est plus comme ça va mieux. Je t'explique. Depuis combien de temps ça existe l'histoire de la civilisation? 5500 ans. Donc si l'histoire de la civilisation représentait une heure, ça ferait 0,9 secondes qu'on s'intéresserait aux femmes. Il faut vraiment que c'est réglé et que ça va mieux. Je parle même pas des inégalités de salaire, de retraite, d'embauche, des mariages forcés, des pétitions, des violences sexuelles. Alors, ça, aujourd'hui, c'est juste la base. Au XVIIe siècle, pour repérer les sorcières, il y avait le supplice de la nage. On te révolte les mains et les pieds, on te fout à l'eau, et si tu flottes, c'est une sorcière. Et t'es bien. Et si tu coules, c'est bien. C'est innocent. Mais t'es bon. Tu as le choix. Tu montes à la prison, on te paye avec une Bible. Exactement la même fois que la Bible, c'est bon, c'est pas une sorcière. Sinon t'es non. Non mais il n'y a que moi que ça fait séduire ça. Jusqu'au XXe siècle, les hommes pouvaient faire accuser leurs femmes de brouderie et les faire reconnaître par la justice comme légères. Chérie, tu pourrais pas faire la vaisselle pour une fois? C'est le juge? Elle m'emmerde. Donc en fait, quand le jury masculin décidait que j'étais une légère, on te plongeait plusieurs fois dans l'eau froide, attaché à une chaise. Pour que tu te calmes. Tu te calmes. Avant 1907, quand tu es une femme, ton salaire, il appartient à ton mari. Avant 1924, tu n'as pas le droit de passer ton bac. Avant 1938, tu n'as pas le droit d'avoir une carte d'identité. Avant 1944, tu n'as pas le droit de voter. Avant 1965, tu n'as pas le droit d'avoir un compte en banque. Ah non, en fait, tu as le droit. Si tu as l'autorisation de ton mari. Avant 1975, ton mari, il a le droit de lire toutes tes lettres. Avant 2013, selon la loi, tu n'as pas le droit de porter un pantalon. Non, mais ça va, c'était avant tout ça, depuis ça a changé, il y a eu la révolution sexuelle. Et le point du mari, ça te dit quelque chose, le point du mari? Alors ça consiste à te recoudre le périnée, après l'accouchement, en resserrant l'entrée du vagin, sans plaisir. Ah non, mais c'est pour accentuer le plaisir de ton mari. Le dernier témoignage date de 2008. Le médecin aurait déclaré, son mari me remerciera, je lui ai fait un vagin de vie. Et ça, tu sais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des étudiants en gynécologie qui se sont entraînés à faire des touchés vaginaux sur des patients anesthésiés, sans plaisir. Bon, je vous montre et vous passez un par un. Par contre, vous très très long parce qu'il y en a qu'un. Mais les besoins, c'est quoi, les femmes? Elles vont finir par vous péter la gueule. Au final, c'est juste une question de motrice.
Bon, ben voilà, hein, belle entrée en matière. Et donc, je vais tout de suite passer la parole. Donc, c'est vrai que je suis très contente que ce thème de la santé soit évoqué pour parler du sexisme, parce que c'est en plus un thème qui recouvre énormément de réalités, qui croise énormément d'autres sujets, que sont la pauvreté, la précarité, etc. Autant de thèmes dans lesquels les femmes sont malheureusement encore très, très présentes. Et donc, ça remonte loin, hein, en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on commence avec une historienne, Madame Nicole Edelman, voilà, qui va revenir sur remonter à l'hystérie d'utérus, hein, je vous rappelle. Oui, pas très loin. Je ne remonterai qu'au 19e. Alors, juste pour vous dire aussi, je vais être très vigilante pour le temps de parole. Absolument. Et je vous ferai des petits signes, hein, 3 minutes avant. Ça va. Les sorcières, on les plongeait dans l'eau en effet, mais on faisait aussi un test pour savoir si, quand on leur enfonçait des aiguilles dans le corps, elles avaient mal ou pas. Et c'est en effet un des symptômes de l'hystérie qu'on découvrira. Oui, là c'est bon, ouais. Au XIXe siècle, et évidemment, on traitera là les pouvoirs politiques et ecclésiastiques d'avoir torturé les femmes. Alors, donc je vais parler de l'hystérie très rapidement, en 10 minutes. Donc, une femme qui crie, une femme qui se contorsionne, qui ne se contrôle plus, qui injurie, sera probablement traitée d'hystérique. Un homme, peut-être aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus improbable. Alors cette représentation est issue des symptômes de ce que longtemps la médecine a considéré comme une maladie, en particulier neurologique, à la fin du XIXe siècle. Ouais. Et que la psychiatrie académique a fait disparaître depuis quelques décennies dans le DSM, ce manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En ces quelques minutes, donc, je vais vous montrer à travers cette maladie comment un médecin, parmi les plus honorés, les plus connus internationalement, c'est Jean-Martin Charcot, je pense que son nom vous dit quelque chose, a participé à la reconstruction du sexisme à la fin du XIXe siècle. Alors, je rappelle que la représentation médicale de l'hystérique a évolué. Bon, si le plus souvent, en effet, l'hystérique est lié à la femme, hein, puisque ce sont les Grecs qui ont donné ce nom d'hystérie par rapport à utérus, la maladie a quand même évolué. Au XVIIIe siècle, par exemple, elle était liée aux vapeurs. Et c'était des vapeurs qui montaient au cerveau, hein, on connaissait très très mal le système nerveux, et c'était un symptôme plutôt de classe sociale aristocratique ou bourgeoise, hein, on se pâmait dans les salons, et quelques hommes pouvaient être atteints de ces vapeurs, et ils avaient ainsi une sorte de sensibilité féminine et aristocratique. Et c'est au début du 19e, donc après la Révolution française, que l'hystérie va reprendre ses formes violentes, de convulsions, de cris, de boules aussi, c'est une des caractéristiques, une boule qui monte à la gorge et qui angoisse, et qui est précédée de ce que les médecins appelaient l'aura, c'est-à-dire quelque chose qui faisait penser qu'on allait tomber dans ces convulsions. Et les médecins l'attribuent d'abord un désordre du système nerveux périphérique de l'utérus, donc évidemment c'est réservé aux femmes, et ce sont des femmes qui sont considérées en manque de sexe, en manque d'enfants, et une des solutions c'était le mariage. Et là on voit combien le politique est lié à la médecine, puisque bien sûr marier les femmes, ça satisfait, paraît-il, leur sexualité, enfin au moins celle de leur mari, et évidemment ça donnera lieu à une procréation. Et donc ce sont des femmes qui sont considérées comme hors normes pour leur comportement, et en particulier marquées par des excès. Puis certains vont commencer à chercher des causes dans le système nerveux. Et c'est dans la deuxième moitié du 19e, le grand découvreur, c'est pas Charcot, c'est Pierre Briquet, bon il y en a eu d'autres avant, mais selon ce médecin, c'est un Français, un homme hystérique, je cite, c'est le renversement des lois constitutives de la société. Donc, des hommes pouvaient bien être hystériques, mais ils étaient invertis, comme on disait à l'époque, homosexuels. Donc, ils avaient cette sensibilité féminine. Mais comme ils avaient un cerveau, bon, ils pouvaient quand même être hystériques. Et puis, c'est le neurologue, donc Jean-Martin Charcot, qui, dans les années entre 1870 et 1890, va affirmer que l'hystérie est une et indivisible,
et qu'elle touche donc de manière égale les hommes et les femmes. Or, quand on analyse son discours, on s'aperçoit qu'il reconstruit très subtilement les différences entre les sexes. Il diagnostique en effet un hystérique mâle, c'est le nom qu'il donne, hein, un hystérique mâle. Donc c'est quelqu'un là de viril, de fort, ce sont des artisans en général. Souvent des chauffeurs de locomotives ou des mécaniciens, c'est le grand moment des accidents qui justement, selon lui, vont provoquer l'hystérie. Chez les femmes, en revanche, la seule profession qui est notée distinctement, c'est celle de prostituée. Et il dit que la prostitution est favorable à l'éclosion des phénomènes hystériques. Et pour lui, ce n'est pas tant d'ailleurs la profession que l'hérédité, parce que c'est considéré comme une maladie héréditaire, la misère, l'alcoolisme, l'inconduite, qui forment un excellent terrain pour les femmes du germe hystérique. Alors, hormis ces raisons, pour Charcot, la cause de l'hystérie, c'est un choc. Pour les hommes, c'est majoritairement physique et dans les accidents du travail, accidents de chemin de fer en particulier, qui produit des effets neurologiques et donc ces convulsions, ces paralysies éventuelles. Pour les femmes, s'il y a un traumatisme purement physique, il est presque toujours dû à un accident du privé. Une planche leur est tombée dans la chambre, elles ont fait une chute dans l'escalier, sinon elles ont eu peur. Un choc nerveux, elles ont vu un homme qui, par exemple, les a agressées, pardon, ou un animal qui les a mordues, ou elles sont tombées dans un ruisseau, et il y a des violences sexuelles éventuelles. Mais, oui, je suis désolée. Merci. Mais ça peut être lié. Merci, je vais essayer de pas la refaire. Bon, je vais la poser. Ça peut être lié à une violence sexuelle, mais le viol n'est pas donné comme la cause la plus fréquente. Or, un des collaborateurs de Charcot, qui examine une des patientes qui a 23 ans, écrit « Nous trouvons qu'à 9 ans, elle a été violée par un homme de 36 ans, ami de son grand-père. Jusqu'ici, rien que d'assez ordinaire. » Donc, le viol n'est pas noté en effet comme une des causes majeures, mais il semble bien que ce soit extrêmement fréquent. On le voit dans la littérature, si vous avez lu Germiny Lacerteux, par exemple, des Goncourt. Autre différence, l'homme hystérique est sombre, dépressif, il est souvent hystéro-neurasthénique. Tandis que la femme reste proche de l'enfant, tant qu'elle est jeune au moins, de sa légèreté, de son insouciance. Elle a un caractère versatile, léger, et elle rit plus qu'elle ne pleure. Enfin, l'analyse de Charcot évolue assez rapidement pour les hommes, puisqu'à la fin de sa vie, il meurt en 1893, l'hystérique mâle, s'il est dans un premier temps artisan, à la fin, il le situe chez les déclassés, les mendiants, les vagabonds, dans les dépôts de mendicité, les pénitenciers et les bagnes. Alors, il y a aussi des hommes de la bourgeoisie, mais on en connaît peu parce que son travail consistait, enfin celui qu'il a divulgué était essentiellement, vous le savez, à la Salpêtrière, où il y avait d'ailleurs un service spécial pour les hommes, puisque sinon c'est réservé aux femmes. En revanche, toutes les femmes restent menacées d'hystérie, qu'elles soient des prolétaires, des filles du peuple, et évidemment la Salpêtrière, c'est essentiellement elles qui sont là, mais aussi des bourgeoises. Et pour lui, c'est un symptôme de la femme, c'est une sorte de quintessence de la femme. Sa maladie est liée à un excès de féminité, elle est malade parce que sa nature féminine l'a marquée. Et ça, c'est toute la construction des médecins du 19e siècle, d'une nature féminine qui rend les femmes profondément différentes des hommes. Et là, c'est la marque pour lui, d'un éternel féminin. De cette façon, je crois que Charcot conforte le modèle de la femme fragile, émotive, qu'il faut seulement protéger et surveiller. Un des bras droits de Charcot rappelle le vieux refrain « Une femme doit être sous la garde de son père pendant son enfance, sous la garde de son mari pendant sa jeunesse, sous la garde de son fils pendant sa vieillesse, et jamais indépendante. Ceci est applicable aux hystériques plus qu'à toutes les autres. » Il déconseille donc aux parents de jeunes filles de les faire éduquer assez longtemps. Ça ne leur sert à rien, hein, c'est tout à fait inutile. Il conseille en revanche le mariage, parce qu'elles pourraient être surveillées par leur mari et par leur médecin. Il déconseille absolument le mariage aux hommes, en revanche. On voit donc combien... Je termine.
On voit bien combien donc dans on voit combien dans une société qui évolue, où la suprématie politique et civile des hommes commence à être mise en cause, bon, on est à la fin du 19e siècle, hein, on est en République, la configuration de cette hystérie a pu être utile pour maintenir la représentation d'une femme intellectuellement fragile et trop sensible, donc un être toujours à surveiller et à maintenir en tutelle. Et des féministes qui s'organisent en mouvement, vous le savez, de plus en plus fort à cette époque, sont lucides, elles se moquent. Elles se moquent de cette menace d'hystérie pour toutes celles qui sortiraient des chemins qui leur sont assignés, et elles dénoncent fortement la construction de cette infériorité physique et intellectuelle des femmes par les médecins. Leur lucidité et leur pensée critique sont toujours de mise aujourd'hui, car autour de certains discours médicaux, notamment sur les neurosciences, les hormones et autour de la maternité, continuent à faire ces constructions et ces reconstructions qui sont, je crois, toujours à l'ordre du jour pour maintenir les femmes sous tutelle. Mais nous sommes là. Bravo, vous êtes resté dans les temps. Parfait. Je vais reprendre mes papiers parce que vous étiez dessus là. Alors voilà. Ah, pardon. Et j'ai fait tomber des lunettes, c'était les vôtres. Oui, c'était les miennes. Oui, et merci à vous, du coup. Voilà. Donc, on va faire un grand bond et arriver à aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe avec les violences contre les femmes, qui sont l'un des sujets majeurs de santé, de la santé des femmes, individuellement, et de santé publique. Je vous rappelle qu'en 2013, l'Organisation mondiale de la santé a élevé les violences contre les femmes au rang d'épidémie mondiale, comme elle avait pu le faire, par exemple, pour le sida auparavant. Donc, c'est dire l'importance du problème. Et pour en parler, donc, nous avons avec nous Françoise Brié, qui est la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. On a parlé beaucoup du numéro 3919. Et donc, c'est très important hein, de le reciter, ce numéro d'urgence. Et donc, voilà, je vous invite à en parler. Je prends mon truc. Oui, bonjour. Je voudrais saluer Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'égalité, puisque je suis aussi membre de ce Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance très importante aujourd'hui dans le paysage français. Sur les violences, donc entre les violences à l'encontre des femmes, il y a toujours un point commun, qu'il s'agit de toutes les formes de violence, donc conjugales, mariage forcé, crime d'honneur, violence sexuelle, prostitution. Elles relèvent toutes d'un continuum en lien avec une même origine, le sexisme. Nous connaissons les chiffres, hein, l'ampleur du phénomène. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont déjà été cités par Marlène Schiappa, entre autres sur les femmes victimes de violences conjugales. On connaît aussi le coût des violences, 3,6 milliards d'euros, en soins de santé, en intervention des services de police et de justice, en aide sociale, mais aussi en coûts indirects. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on analyse aussi que l'exposition aux violences majeures dans des sociétés avec des rôles strictement définis entre les femmes et les hommes et des inégalités nettes entre femmes et hommes, dans l'éducation, dans l'accès aux ressources, dans les prises de décision dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée, avec la définition des rôles. Un chiffre sur ce dernier point à titre d'exemple. Au 39-19, plus de 55% des femmes victimes de violences conjugales estiment que ces violences sont dues au caractère autoritaire de leur mari ou de leur conjoint. En 2002, une enquête internationale de l'OMS, puisque cette instance a aussi été citée, a établi que les événements qui déclenchent ou aggravent les violences étaient remarquablement cohérents à travers le monde. Partout, on évoque la désobéissance des femmes, ou le refus d'obéir, ou le refus de relations sexuelles, la jalousie versus infidélité, et donc des reproches toujours en lien avec les stéréotypes sexistes. En ce qui concerne la santé des femmes, dans cette intervention, le mot santé donc, est à entendre de façon globale comme un état de bien-être physique, mental et social. Donc l'impact des violences sexistes sur la santé doit donc être envisagé sur le plan de la santé physique et psychique, mais aussi en intégrant une dimension sociale et économique. Les violences sont une question majeure de santé publique, selon l'OMS, qui met en lumière des données inquiétantes avec un lien fort entre violence et santé.
Bon, quelques exemples. Il s'agit par exemple de la perte entre 1 et 4 années de vie en bonne santé, des lésions physiques et des séquelles traumatiques, de détresse psychologique comme la peur, l'anxiété, l'angoisse, le stress, la perte de l'estime de soi. C'est le cas pour plus de 90% des femmes qui sont écoutées au 3919. En tous les cas, c'est ce qu'elles citent comme symptômes premiers comme conséquence sur leur santé. La dépression, la lassitude, une fatigue intense, 47% des femmes le disent au 3919. 6,1% des femmes ont déclaré également une tentative de suicide lors d'un appel. Les violences sont aussi un facteur déclenchant ou aggravant de certaines pathologies prénatales. Et nous savons également que la situation de handicap augmente le risque de violence et qu'on peut aussi avoir des situations de handicap suite à des violences. Une enquête sur les comportements sexistes sur les jeunes filles et violences de 2006, donc ça date aussi, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité, montre que le fait d'avoir subi des violences augmente la propension à prendre des risques dans sa vie sexuelle, en particulier à travers des rapports sexuels non protégés. Moi, je travaillais dans le 92 et on a fait une enquête auprès du centre d'IVG de l'hôpital Louis-Maurier. Près de 30% des femmes en demande d'une IVG dans cet hôpital avaient subi des violences au cours de leur vie. Le deuxième point sur lequel il faut insister quand on parle de santé globale, c'est la question de la précarisation suite aux violences avec des conditions socio-économiques dégradées, ce qui a aussi un impact sur leur santé. Il s'agit de tout ce qui va toucher le travail, les arrêts de travail, l'interdiction de travailler, la perte de l'emploi, la confiscation des ressources, le départ obligé du logement, avec les hébergements précaires comme au 115, ça a été également cité, mais aussi d'autres événements, la multiplication et la durée des procédures juridiques, la méconnaissance des droits, la complexité des démarches, le sentiment d'injustice dégradent l'état de santé des femmes. Et elles disent souvent qu'elles sont totalement épuisées. Il y a d'autres facteurs également, l'absence de régularisation, la crainte de l'expulsion, qui peuvent aussi aggraver l'angoisse, la peur ou maintenir une femme avec le conjoint violent. Donc l'évolution de l'état de santé, avec les symptômes de stress post-traumatique dont on parle beaucoup aujourd'hui, varie donc aussi en fonction de facteurs socio-économiques, mais aussi de l'âge des victimes, de la gravité, de la répétition et de la durée des violences. Donc quand on apporte des réponses aux femmes victimes de violences, on doit intégrer l'ensemble de ces dimensions pour assurer la sortie de la violence et la reconstruction. L'amélioration de la santé des femmes passe intrinsèquement par la résolution de l'ensemble de ces difficultés liées et auxquelles elles sont confrontées. Reconnaissance comme victime par la justice, obtention d'un logement, d'un emploi, sortie de la précarisation, soutien ou suivi psychologique, etc. Or, ce qu'on remarque aussi dans le parcours des femmes, c'est que toutes les autres inégalités et stéréotypes sexistes sont prégnants tout au long de leur parcours. Par exemple, si une femme peut être culpabilisée lorsqu'elle effectue une démarche, si des excuses sont trouvées à l'agresseur lorsqu'elle va déposer plainte, si la résidence des enfants est attribuée à l'agresseur par le juge aux affaires familiales, si elles ont seulement un emploi à temps partiel, si elles n'obtiennent pas le logement. La victimisation secondaire freine ainsi leur reconstruction. En conclusion, je voudrais juste souligner 2 points. Les réponses apportées aux femmes victimes de violences doivent vraiment tenir compte du sexisme ambiant, de la déconstruction des stéréotypes chez les professionnels de santé, par exemple dans les formations. Ce n'est pas seulement des volets techniques, mais il faut vraiment travailler sur la déconstruction de ces stéréotypes, et aussi la conscientisation des femmes à travers des ateliers qui peuvent être collectifs ou individuels. L'accompagnement des femmes est axé sur le retour à l'autonomie en tenant compte de leurs desiderata et de leur rythme. Ceci rejoint les débats autour des violences obstétricales, des interventions autour du corps des femmes. Leur choix n'est pas toujours pris en compte, les violences sont banalisées et les suites de certains actes minimisées. Enfin, comme le souligne Patricia Romito, qui est professeure de psychologie sociale à l'université de Trieste en Italie, le lien entre violence et symptômes de stress post-traumatique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'impact des violences sur la santé des femmes, présente une valeur thérapeutique mais aussi politique. Ce lien permet de traiter la souffrance individuelle de chaque femme. Mais je voudrais souligner en conclusion qu'il faut éviter d'aboutir aux préjugés de la femme toujours malade, à la dépolitisation des violences,
à la disparition de la responsabilité de l'agresseur et du lien avec les violences, ce qui est constaté aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où l'état de stress post-traumatique est de plus en plus traité comme une pathologie quelconque. Donc on doit trouver l'équilibre à travers un niveau élevé de présence et d'activité des associations féministes auprès des victimes et dans la sphère politique et sociale. Merci. Merci beaucoup. Bon, mais au fond, ces violences contre les femmes, c'est peut-être normal, puisque le cerveau des femmes est inégal à celui des hommes. Enfin, ça, c'est ce qu'on entend depuis longtemps. Et je vous invite à écouter et à regarder, puisqu'elle nous a envoyé une vidéo, les réponses brillantissimes de Catherine Vidal, qui est neurobiologiste et qui vous explique tout ça. Donc cette idée vient du 19e siècle, à la grande époque de la craniométrie, quand les médecins s'intéressaient à chercher des liens entre la taille du crâne, le poids du cerveau et l'intelligence. Il faut bien dire que pour la plupart d'entre eux, il est absolument évident et naturel que les hommes aient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs et les patrons plus gros que les ouvriers. Donc un grand défenseur de ces thèses est le médecin français Paul Broca, qui a mesuré une différence de 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes et des femmes. Le poids des hommes, c'est 1,350 kg et les femmes 1,2 kg. Et donc, en 1861, Broca déclarait: on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Alors, de toute façon, cette question du lien entre taille du cerveau et intelligence ne se pose pas, parce qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et en fait, on le sait grâce à un certain nombre d'hommes célèbres, enfin de femmes, qui ont donné leur cerveau à la science. Par exemple, un personnage éminent comme Anatole France avait un cerveau qui pesait 1 kg. Tourguenieff avait un cerveau de 2 kg. Quant à Einstein, il avait un petit cerveau d'1,250 kg, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celui des femmes. Alors, autre idée reçue. Les femmes sont douées pour faire plusieurs choses à la fois, car la communication entre les hémisphères de leur cerveau est plus développée que chez les hommes. On sait bien qu'ils ont un petit âge. Cette idée vient d'une étude qui a été publiée en 1882 sur 20 cerveaux conservés dans le formol et qui montrait que le corps calleux, c'est-à-dire ce qui est entouré de rouge, c'est-à-dire un faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, le corps calleux était plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être une meilleure communication. Or, depuis 1982, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de technologies nouvelles sont arrivées, et en particulier les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM, qui enfin désormais permettent de réaliser un rêve, c'est-à-dire d'étudier un cerveau vivant et non plus un cerveau dans le formol. Et si on rassemble l'ensemble des études faites sur le corps calleux depuis que l'IRM est arrivé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'épaisseur du corps calleux. Un hémisphère et les femmes activaient les deux. Donc cette étude qui avait été réalisée sur 19 hommes et femmes a intrigué de nombreux chercheurs qui ont cherché à reproduire ce résultat. Et donc si maintenant on rassemble l'ensemble des études qui ont été publiées entre 1995 et 2009, avec cette fois-ci au total 700 hommes et femmes testés, on s'aperçoit que statistiquement parlant, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la répartition des aires du langage. Et en fait, lorsqu'un grand nombre de sujets est analysé, les différences entre les sexes finalement disparaissent. Nous allons voir pourquoi. Prenons cet exemple d'une étude en IRM où on a demandé à des sujets de faire un calcul mental
qu'ils ont tous aussi bien réussi. On peut donc observer que c'est dans le groupe de femmes, il existe en fait une grande variabilité dans la répartition des zones du cerveau qui sont activées pendant ce calcul. Et cette variabilité se retrouve également dans le groupe des hommes. Finalement, pour arriver à un même score dans le calcul mental, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité qu'on peut observer entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Encore une autre idée reçue, les différences d'aptitude mentale entre les sexes auraient une origine biologique. Il existe en effet un certain nombre de tests où les femmes sont réputées meilleures. Il s'agit par exemple de tests de perception visuelle du détail, où là, dans ce test, il faut reconnaître 2 maisons érotiques, et les femmes sont également meilleures dans des tests de fluence verbale, où il faut énoncer un maximum de mots commençant par une même lettre. Ça, c'est quand même pas très compliqué. Bref, quant aux hommes, ils sont meilleurs, ou réputés meilleurs en tout cas, dans des tests de rotation mentale d'un objet dans les 3 dimensions d'espace. Ils sont également meilleurs pour viser le visible. Donc, réfléchissons à la signification de ces différences de performance. On peut se poser la question, sont-elles innées ou sont-elles acquises? En fait, on notera que les différences en question ne sont détectables qu'à partir de l'adolescence, et que de plus, elles disparaissent avec l'apprentissage. Donc, on peut supposer que l'éducation et la culture jouent un rôle important dans l'émergence de ces différences. Il existe aussi un facteur important qui est celui du contexte dans lequel s'effectuent les fameux tests. On va reprendre ce fameux test-là de rotation mentale en 3 dimensions, où il faut dire si les objets présentés sont les mêmes ou bien s'ils sont différents. Si on fait passer le test dans une classe et que le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de géométrie, à ce moment-là, les garçons sont un peu meilleurs que les filles. Mais si, au préalable, le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de dessin, à ce moment-là, garçons et filles auront les mêmes scores. Donc, c'est un résultat intéressant qui montre à quel point l'estime de soi et les stéréotypes de genre influencent les résultats des tests. Alors, encore un autre exemple, celui des écarts de performance en mathématiques entre les filles et les garçons aux États-Unis. Une grande enquête statistique portant sur 10 millions d'élèves en 1990 avait montré qu'en moyenne, les garçons étaient un peu meilleurs que les filles dans les tests de maths, et certains avaient interprété ce résultat en disant que c'était parce que les filles n'avaient pas un cerveau fait pour faire des maths. Mais la même enquête qui a été commanditée cette fois-ci en 2008, cette fois-ci, montre des scores équivalents pour les garçons et pour les filles. Donc en 20 ans, on a eu une disparition des différences de performance en maths entre les garçons et les filles, ce qui montre bien que c'est l'éducation et non pas la biologie qui explique ces différences de score. Alors maintenant, on va se poser la question, comment est-ce que l'éducation agit sur le cerveau? Notre cerveau humain est constitué de 100 milliards de neurones qui sont reliés entre eux grâce à des connexions qui sont au nombre d'1 million de milliards. Or, 90% de ces connexions se fabriquent après la naissance. Et c'est précisément sur la façon dont ces connexions vont se faire et tous ces réseaux de neurones vont se fabriquer que l'éducation et la culture ont joué un rôle très important. Premier exemple, le cerveau des pianistes professionnels, c'est aussi valable pour les violonistes, je vous rassure. On peut observer en IRM chez ces personnes un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la coordination des doigts ainsi que l'audition. En fait, ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions entre les neurones supplémentaires et en plus il est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau finalement à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Autre exemple de plasticité cérébrale à l'âge adulte. On prend des jeunes étudiants d'une vingtaine d'années et on leur demande d'apprendre à jongler avec 3 balles. Et en seulement 3 mois, on retrouve ce phénomène d'épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Donc, ce qui est intéressant en plus dans cette expérience, c'est que si les étudiants cessent de s'entraîner à jongler,
finalement, les régions qui étaient épaissies auparavant vont rétrécir. Et alors, encore plus fort, on a fait cette expérience chez des personnes un peu plus âgées, d'une soixantaine d'années, et on retrouve le même phénomène d'épaississement que chez les jeunes. Donc c'est quand même assez rassurant, hein, ça montre bien que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Donc là, nous avons un exemple absolument extraordinaire de plasticité cérébrale. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants, menant une vie professionnelle totalement normale, qui souffrait d'une légère faiblesse de la jambe. Bon. On lui a donc fait un examen IRM et autre surprise. On s'est rendu compte que son crâne était essentiellement rempli de liquide et que le cerveau était réduit à une mince couche aplatie sur les parois du crâne. On lui a donc posé des questions. Et en fait, cette personne souffrait à la naissance d'hydrocéphalie. On lui a donc posé un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès, mais le drain s'est bouché et finalement la pression du liquide a refoulé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucun trouble dans la vie de ce patient qui ne s'est jamais douté de rien. Donc, maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale, hein, qui fait que la structure et le fonctionnement du cerveau se modifient en fonction de l'histoire vécue par chacun, vous pouvez donc comprendre pourquoi nous avons tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Mais par contre, ce que nous avons en commun, c'est ce cortex cérébral doué de plasticité et qui s'est tellement développé au cours de l'évolution qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc vous avez ici représenté à gauche un vrai cerveau et à droite c'est un cerveau modélisé avec des moyens informatiques qu'on peut donc s'amuser à déplier virtuellement. Et je vais vous en faire l'expérience. Voilà, je découvre le cerveau, enfin le crâne déjà, j'ouvre la boîte crânienne et je déplie ce cortex cérébral qui mesure 2 mètres carrés sur 3 mm d'épaisseur. Et c'est grâce à ce cortex cérébral que nous tous, hommes et femmes, sommes capables de raisonner, de penser, de rêver et d'imaginer finalement l'avenir de l'humanité. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien retenu, hein, parce que comme on est dans une école, il y a un terreau écrite à la fin de la séance. Bon, non, plus sérieusement, donc il y a 1 an aussi, il y a eu une étude aux États-Unis qui était absolument sidérante sur des enfants avant l'école et 1 an après être entrés à l'école, et qui montrait que toutes les représentations, quand on demandait à des petits enfants avant l'école ce qu'ils voulaient faire comme métier, c'était très très varié pour les filles et pour les garçons aussi bien. Et 1 an après être entré à l'école, on était de nouveau dans les stéréotypes, c'était assez stupéfiant. Et donc les questions de santé, bon, il y a bien sûr ces histoires de neurosciences, etc. Mais quand je parlais tout à l'heure de vases communicants entre plusieurs thèmes, il y a bien sûr celui de précarité. De plus en plus de femmes, hein, on le sait, sont sans domicile fixe, n'ont pas d'accès aux soins, sont très démunies par rapport à ça. Et donc je vais appeler pour en parler Sabine Salmon qui, avec Femmes Solidaires, œuvre depuis des années sur ce sujet. Merci, bonjour à toutes et à tous. L'association que je préside, donc Femmes Solidaires, est un mouvement féministe d'éducation populaire, laïque, présent sur tout le territoire, et je salue les femmes solidaires présentes dans la salle aujourd'hui. Il est composé de diverses femmes venant de tout horizon, et je vais vous parler plus spécifiquement donc aujourd'hui des liens entre la précarité des femmes, leur accès à la santé, basé notamment sur l'expérience de terrain de notre association. Je me suis aussi basée sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a donc publié l'année dernière un très joli rapport et un très bon rapport sur femmes, précarité, santé. Je salue dans la salle sa présidente et notamment Claire Guiraud qui a justement piloté ce rapport qui est disponible d'ailleurs dans la salle dans laquelle vous pouvez rencontrer les nombreuses associations. Clara Magazine aussi, le magazine donc que je dirige, a aussi sorti l'année dernière un rapport sur femmes, santé, précarité. Alors qui sont les femmes précaires ? Les femmes précaires sont des femmes rurales, urbaines, isolées, sachant que la précarité s'inscrit dans un contexte social et économique.
Je voulais vous livrer un chiffre. 9 millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté. Un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels après impôts et prestations sociales sont inférieurs à 846 €. Et ceci basé soit 50% du salaire moyen. C'est dire, parmi bien sûr ces pauvres, vous savez que à peu près 50% des femmes sont des pauvres en France et que le visage de la pauvreté dans le monde est un visage de femme. La définition de la précarité. La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives, et notamment pour nous, sur la santé des femmes. Cette insécurité se traduit aussi bien dans l'emploi, le logement, que dans l'accès à la santé ou aux loisirs. Et la précarité accroît bien sûr l'isolement des personnes et leur enclavement, particulièrement dans les territoires mal ou peu desservis. La pauvreté a des sources différentes. Si le taux de chômage est égal entre les femmes et les hommes à peu près, les femmes sont disproportionnellement impactées par les temps partiels. D'après les statistiques du ministère du Travail, 30,6% des femmes travailleraient à temps partiel pour 8% des hommes. Je vous rappelle qu'au taux horaire du SMIC, un temps partiel de 24 heures hebdomadaires est rémunéré à peu près à 999 € net par mois. Sachant qu'aussi que dans la restauration, ce salaire est parfois plus proche de 800 €, ce qui veut dire effectivement aussi beaucoup de femmes qui ont ces salaires très précaires. L'absence aussi de mode de garde adapté pèse lourdement sur l'emploi des femmes lorsqu'elles ont des enfants, de même que les pressions des employeurs pour imposer des temps partiels à des employés précaires. Alors il y a un autre facteur surhandicapant, mais que je ne pourrais pas développer, c'est le délitement du tissu social et l'inégalité territoriale, puisqu'effectivement, nous sommes dans notre territoire sur des inégalités territoriales de terrain, notamment par exemple sur l'accès au transport, où dans certains départements, il n'y a plus de lignes de bus, il n'y a plus de lignes de train, ce qui fait qu'effectivement, pour se déplacer, soit pour aller chercher un emploi, mais pour avoir aussi accès à des services de santé, cela devient de plus en plus difficile. Alors, quelles sont les difficultés spécifiques que rencontrent les femmes précaires dans l'accès aux soins? Il y a effectivement cet accès géographique à la santé. L'accès concret à la santé est lourdement restreint par la désertification dans certains départements. La Cour des comptes a recommandé il y a quelque temps, pour des motifs de rentabilité, par exemple la fermeture de maternités. Je vous cite un exemple, la fermeture de la maternité de Die dans la Drôme, qui accroît effectivement le temps de transport pour les patientes à plus d'1 heure, voire 1 heure et demie pour accéder à ces centres. Distance à parcourir, donc difficilement, encore plus compliquée pour des femmes qui n'ont pas accès à des transports en commun et qui ne sont pour elles-mêmes certaines pas véhiculées. Les femmes précaires et ou avec accès donc sans voiture sont durement pénalisées par ces fermetures, aussi bien au moment de l'accouchement, mais notamment dans tout le parcours de suivi de la grossesse et fragilisées par les distances à parcourir. Je cite par exemple un autre exemple, le département de l'Oise ne comptera fin 2018, donc c'est-à-dire à la fin de cette année, que 4 maternités pour plus de 815 000 habitants. 6 départements en France n'ont plus aucun ou aucune gynécologue médicale. 62% des gynécologues ont par ailleurs 60 ans, ce qui veut dire que bon nombre vont partir à la retraite et que la proximité de structures publiques de santé et étendue de leurs horaires d'ouverture est déterminante dans l'accès à ces centres de soins. Je vais citer aussi les centres municipaux de santé qui sont des centres très importants de proximité qui offrent un accès à divers spécialistes dans la santé et qui permet en tout cas aux usagers et notamment aux usagères de ne pas avoir recours au paiement en fait de la consultation, puisque ces centres prennent en charge le tiers payant et offrent un nombre de palettes d'accès à des spécialistes tout à fait assez impressionnant. Malheureusement, ces centres de santé municipaux disparaissent petit à petit puisqu'ils sont très, très lourdement en fait pris en charge par les municipalités qui ont de moins en moins la possibilité de les financer. Les pouvoirs publics doivent être donc très attentifs au coût à l'accès à la santé.
L'une des difficultés aussi majeures, donc on a vu le déplacement, la problématique du territoire, de fait de cette inégalité territoriale, mais l'autre point impactant bien sûr pour les femmes précaires, c'est la problématique de l'argent et des finances. Les coûts des soins, en particulier des soins spécialisés, est un frein aussi majeur à l'accès à la santé des femmes. 64% des personnes ayant retardé leur accès aux soins sont des femmes. 6 personnes sur 10 qui renoncent à des soins en France sont des femmes. Lorsqu'elles ont un choix à faire, ces femmes, elles soignent d'abord en priorité leurs enfants. Et se soigner pour elles-mêmes devient du tout à fait anecdotique et pas du tout prioritaire. Or, on le sait, plus on tarde à se soigner, plus les conséquences sont lourdes et persistantes. Résultat, les maladies sont plus graves et quand elles vont chez le médecin, la maladie s'est déjà fortement développée et donc il est plus difficile de la traiter et effectivement beaucoup plus compliqué. Les femmes en situation de précarité qui ont des emplois à temps partiel, en CDD, des emplois intérims, ne vont pas s'arrêter de travailler pour aller se soigner. C'est trop de risques pour elles, un, de perdre leur emploi et de deux, d'avoir aussi une prise en charge du salaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, n'ont pas de maintien de salaire. Il y a donc beaucoup de femmes qui ne vont pas s'arrêter une semaine pour se remettre d'aplomb. Moi, j'ai ma voisine, par exemple, elle est caissière dans un supermarché, une grande surface. Elle gagne 999 € par mois. Et elle me disait la dernière fois, elle a eu un cancer pourtant du sein, elle a été très fragilisée ces temps-ci, elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle me dit perdre une semaine de salaire sur ma paye aura trop de conséquences dans les budgets. Je fais vite. Je voulais parler de l'impact de la précarité sur la santé des femmes, sur certaines maladies, les maladies professionnelles. Beaucoup. Par exemple, je cite un exemple qui est dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Une hôtesse de caisse, donc une caissière, qui porte ou pousse un pack d'eau, c'est-à-dire 9 kilos, toutes les 10 minutes, soit 7 heures par jour, atteint un cumul de poids porté par la journée de 378 kilos. Or, elle est en dessous du seuil du cumul de manutention de charge et le facteur de pénibilité mensuelle qui a été calculé sur celui des hommes. Et donc, il faudrait, pour qu'elle soit reconnue comme une maladie professionnelle, ce poids qu'elle porte, il faudrait qu'elle porte plus de 900 packs par jour, ce qui est absolument incroyable. Une autre maladie très importante, qui a un rapport notamment avec les conditions de travail des femmes, c'est les maladies cardiovasculaires. Parce qu'une ouvrière, sachez quand même un chiffre important, je sais Sylvie, mais les ouvrières malheureusement meurent en moyenne 3 fois plus de maladies cérébro-cardiovasculaires que des cadres et des professionnels des professions intermédiaires. 55% des accidents cardiaques sont fatals chez les femmes alors qu'ils ne sont que de 43% chez les hommes. Pourquoi ? Parce que les symptômes qui détectent l'infarctus ne sont pas du tout les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Et les femmes, du coup, ne détectent pas ce risque et donc aussi se rendent très tardivement aux urgences. L'autre, j'en ai encore un. Oui. L'autre point, la question de l'obésité, je le cite juste, l'obésité, la santé mentale, les questions de conditions de travail des femmes, le fait qu'elles aient des emplois précaires, des emplois hachés, qu'elles cumulent les petits boulots, augmente les conditions de stress, augmente du coup la difficulté, et voilà. Et donc tant pis. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en parler. Oui, on aura l'occasion. Après, En tout cas, je vous conseille les 2 rapports dont j'ai cité tout à l'heure où vous pouvez avoir tous ces chiffres. Merci. En tout cas, nous, quand on a commencé Terrienne, on a tout de suite inventé, entre guillemets, un mot dièse qui était hashtag il y a du boulot. Et c'est vraiment un domaine où il y en a beaucoup. Et il y en a aussi, justement, au sein du monde médical lui-même, puisque... Bon, j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'au Québec, les femmes étaient maintenant plus nombreuses que les hommes médecins. Mais il reste du sexisme, évidemment beaucoup. Alors on dit toujours que c'est pour la décompression, etc. Mais c'est pas si simple à l'intérieur même du monde médical, on va le voir en vidéo.
de ceci d'être femme. Nous parlons de la physiologie de la femme médecin est un être douteux, hermaphrodite, sans sexe, en tout cas un monstre. On pourrait croire que depuis les choses ne sont pas arrangées. En 2015, le Conseil national de l'ordre des médecins constatait une croissance du nombre de femmes médecins. 58% des nouvelles inscriptions sont des femmes et 60% des médecins de moins de 40 ans. Pourtant, une enquête de novembre 2017 réalisée par la Relation nationale des internes a montré que le sexisme et la harcèlement sexuel sont toujours au même temps. Et ça ne s'arrête pas là. Plusieurs affaires au fil des années ont mis à jour des violences sexistes perpétrées par le corps médical et soignant. Alors, le sexisme, quand est-ce qu'on le soigne? Donc, on parle aussi évidemment beaucoup, c'est la fin même de cette vidéo, autour des questions de contraception. On voit aujourd'hui d'ailleurs que ces questions de contraception, qu'est-ce qu'on fait de notre corps, de contrôle des naissances, divisent jusqu'au sein des femmes. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement de recul. Enfin bon, c'est assez stupéfiant. C'est des questions que nous, on a beaucoup abordées aussi dans Terrienne. On a été à l'origine de tout ce qui s'est passé autour du stérilet Mirena. Et donc voilà, donc ce sont des questions importantes et évidemment, qui mieux placé que Véronique Seyé, qui est coprésidente du planning familial, pour en parler. Bonjour. Alors, le planning, c'est une association qui a fêté ses 60 ans l'année dernière et qui est implantée sur 76 départements en France et dans les territoires d'outre-mer. Voilà, donc on agit bien sûr essentiellement sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais aussi sur la question des droits. Parce que pour pouvoir exercer ces droits en matière de santé sexuelle et reproductive, il faut pouvoir les connaître. Et que là, il y a un grand travail à faire sur le sujet. Alors effectivement, la question du contrôle du corps des femmes et de leur fécondité est au cœur de notre action depuis le début. Et tout à l'heure, on parlait de nature féminine. Et c'est vrai que c'est dans la nature des femmes de faire des enfants. Et si elles ne font pas d'enfants, c'est que ce ne sont pas des vraies femmes. Et on est encore dans ces clichés-là aujourd'hui, avec tout un travail à faire pour pouvoir, auprès des femmes et auprès des hommes, et ça j'insiste beaucoup sur le sujet, pour agir là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs les régressions à l'œuvre, alors qui même tout près de chez nous, quand on voit en Pologne aujourd'hui que la contraception d'urgence n'est plus accessible sans ordonnance, que l'IVG est remis en cause, déjà très restreint en Pologne. On peut parler de l'Irlande, on peut parler de Malte, enfin bref, même dans des pays d'Europe très proches de nous aujourd'hui, ces questions-là sont encore au cœur de notre action et au cœur aussi d'un tas de préjugés sur ce que doivent faire les femmes. En France, on a la chance d'avoir des lois qui ont progressé, qui peuvent encore progresser d'ailleurs, mais qui ne sont pas du tout appliquées de la même façon selon l'endroit où on vit et selon la situation des personnes. Et ça, je pense que, bon, Sabine a évoqué tout à l'heure les inégalités territoriales d'accès à la santé. Elle a parlé des fermetures de maternité. Quand une maternité ferme, c'est aussi en général le centre de planification qui va avec qui ferme, et c'est aussi le centre d'IVG qui ferme. Mais on ne voit pas beaucoup de personnes se battre pour défendre les centres IVG qui ferment. Voilà. Et donc ça, c'est un point qui est absolument important. La liberté et le droit de choisir ou non la maternité, c'est pourtant un préalable absolument indispensable à l'autonomie des femmes et à leur émancipation. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'accès à la contraception et l'accès à l'avortement sont deux facettes d'un même droit des femmes à disposer de leur corps et à décider de cette maternité. Or, cet accès à la contraception est limité par plusieurs facteurs. D'abord, on a une politique de santé sexuelle en France qui est très morcelée. Par exemple, la contraception dépend des départements. Et on sait bien que d'un territoire à l'autre, les centres de planification vont se développer ou ne pas se développer selon la volonté politique du président du conseil départemental ou des moyens qu'on veut y mettre. Pareil, si on parle d'information sur les questions de droits sexuels,
L'information aujourd'hui, elle est pilotée par une politique nationale qui représente un budget aujourd'hui de 2,8 millions pour toute la France, métropolitaine et département d'outre-mer. Le même budget depuis, j'ai envie de dire, 25 ans. C'est un budget qui a été instauré au moment de la loi Neuwirth, qui a peu augmenté. On est toujours à 8 € de l'heure pour intervention dans des personnes qui font de l'information, du conseil conjugal, de l'information sur les questions de contraception et d'avortement. Voilà. Donc, de fortes inégalités territoriales, des volontés politiques qui existent ou qui n'existent pas, qui font que la loi, même si elle a progressé en matière d'accès à la contraception et en matière d'accès à l'avortement, font que les femmes n'ont pas toujours accès aux structures dans de bonnes conditions. Il faut savoir aussi que pour l'avortement, vous avez une double clause de conscience pour les médecins qui peuvent l'exercer en donnant, qui théoriquement doivent orienter les femmes vers des médecins qui n'appliquent pas cette clause de conscience. Et on voit bien que des femmes ont des rendez-vous, puis un autre rendez-vous, où on leur propose une échographie, puis on va revérifier la date parce qu'on n'est pas bien sûr, de façon à les amener à des délais qui seront dépassés. Donc on a plusieurs façons d'empêcher les femmes d'accéder à l'avortement, même avec des lois qui sont plutôt progressistes dans un pays comme la France. Donc ça, c'est un point qui est encore important, contre lequel nous luttons au quotidien, à travers effectivement nos permanences d'accueil, à travers un numéro vert d'écoute sexualité, IVG, contraception, qui permet à toutes les personnes de pouvoir avoir les informations nécessaires. Quand on parle de contraception, on voit bien aussi que la contraception et la responsabilité de la contraception reposent sur les femmes. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont victimes d'une double injonction. Quand même aujourd'hui, avec tous les moyens de contraception qu'on a, on devrait pouvoir se débrouiller sans prendre de risque d'avortement et sans prendre de risque d'avoir une grossesse non voulue. Donc il y a injonction à réussir sa contraception, injonction à avoir une bonne contraception, mais en même temps, du côté des professions médicales, il n'y a pas non plus obligation à informer correctement les femmes sur l'ensemble des moyens de contraception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun médecin ne sera sanctionné, ou aucun professionnel de santé, puisque les sages-femmes ont aussi cette responsabilité, ne seront sanctionnés si elles n'ont pas donné l'information globale sur les moyens de contraception. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi les femmes qui ont accès à l'IVG, une grande partie de ces femmes, 2 femmes sur 3, utilisent un moyen de contraception, mais un moyen de contraception qui n'est pas forcément adapté à leurs besoins, parce que en général, c'est plus facile de prescrire directement une pilule ou tel moyen de contraception. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire du côté des professionnels de santé pour être à l'écoute des femmes, à l'écoute de leurs besoins, parce qu'effectivement, la pilule est une méthode de contraception qui convient bien à beaucoup de femmes, mais pas forcément à tout le monde. Le dispositif intra-utérin est une méthode de contraception qui convient bien, mais que beaucoup de médecins ne veulent pas poser aux femmes parce qu'on ne sait pas la poser, ou parce que effectivement c'est réservé à des femmes qui ont déjà eu des enfants dans les idées. Donc on a un gros travail à faire aussi sur la formation des professionnels de santé pour déconstruire des stéréotypes autour des besoins en matière d'accès à des moyens de contraception qui permettent de pouvoir choisir la maternité ou pas si on le veut. Difficile aussi d'accès à la contraception définitive. C'est une particularité française. Vous savez que dans beaucoup de pays, les contraceptions définitives sont, pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs, là on est parfaitement à égalité, sont un moyen de contraception qui est le plus utilisé dans le monde. Or en France, c'est très compliqué d'y avoir accès. Si une femme demande à avoir accès à une contraception définitive, la première question qui va lui être posée, c'est « Vous êtes vraiment sûr de ne plus vouloir d'enfant ?» Un homme, on va lui poser la même question, mais après, on va tout de suite lui proposer de congeler son sperme si jamais il avait un regret. Donc là, on est vraiment dans une difficulté d'accès à cette contraception qui pourtant convient à beaucoup de femmes à partir du moment où elles ont eu les enfants qu'elles souhaitaient ou à partir du moment où elles ont décidé de ne pas avoir du tout d'enfants, et c'est leur choix. Mais c'est un choix qui est encore très difficilement accepté. Un autre point qui nous paraît absolument essentiel, c'est la question de pouvoir effectivement travailler sur ces stéréotypes liés au genre, mais aussi sur la question du choix,
en travaillant dès le plus jeune âge sur l'éducation à la sexualité. Donc en France, on a aussi une loi qui est très bien faite là-dessus, éducation à la sexualité, dès le plus jeune âge, 3 séances par an, un excellent rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti en 2016 et auquel on a contribué. Une loi que beaucoup de pays d'Europe nous envient, mais une éducation à la sexualité qui est dans la loi sans budget, sans moyens et sans obligation de fait, et sans aucune évaluation sur la façon dont cette loi s'exerce aujourd'hui. Voilà. Donc, quand on fait d'éducation à la sexualité, on travaille sur ce qu'évoquait Catherine Vidal tout à l'heure, hein, sur les faits, effectivement, que filles et garçons, on a exactement les mêmes chances et les mêmes possibilités. Voilà. Et puis, on implique aussi les garçons dans la contraception, et ça, c'est absolument essentiel. C'est dans les pays où l'éducation à la sexualité s'exerce le mieux qu'on trouve aussi le plus d'hommes et de garçons qui s'impliquent dans la contraception, qui s'intéressent à des contraceptions masculines et qui, par exemple, demandent des vasectomies dans certains pays. Voilà, je ne reviendrai pas sur les inégalités de santé territoriales parce que j'ai bien compris que j'avais terminé, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de progrès à faire, y compris en France, sur ces sujets-là, même si par rapport à d'autres pays en Europe, on est peut-être moins dans un contexte de régression, mais nous avons encore de quoi faire pour vraiment faire appliquer les lois dans toute leur entièreté pour toutes les femmes, quelle que soit leur situation. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs quelque chose d'étonnant, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'une inégalité, moi je dirais un peu majeure quand même, entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Mais cette inégalité masque évidemment d'autres inégalités, et en particulier celle d'être malade. On l'a vu tout à l'heure avec Sabine qui nous a parlé de l'infarctus. Donc c'est un sujet qui a surgi assez récemment où on voit bien que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à l'infarctus. Et on va le voir aussi plus généralement avec une vidéo. De quoi veut-elle se plaindre? Oh, le sexisme. Il est couramment admis qu'il existe des maladies d'hommes et des maladies de femmes. Ostéoporose, sida, cancer du sein, maladie cardiovasculaire, chez les hommes, un tiers des facteurs de polyphénol est dû à de l'ostéoporose. 51% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes. 1% des cancers du sein concernent les hommes. Les femmes, elles aussi, souffrent de maladies cardiovasculaires. Ça vous étonne? Perçues comme masculines, les maladies cardiovasculaires chez les femmes sont négligées. C'est aussi pourquoi la majorité des infarctus de l'état concernent les femmes. Pour les palpitations, un homme est plus habitué à aller chez un hyperviolent. Et les femmes, chez un multicolore. Là, on peut tout aperçu de comment le sexe et le genre influencent la santé. Le corps d'un homme et d'une femme influence la façon dont nous évoluons et nous percevons notre état de santé, et donc est cause de mauvaises domestiques. On apprend aux femmes à faire attention à elles-mêmes et aux autres. Elles sont plus attentives à leur alimentation et à leur hygiène. En tant que gestionnaires de la santé familiale, elles sont moins réticentes à consulter les médecins. Elles développent ainsi des comportements de santé plus protecteurs. Les hommes, conformément aux attendus de masculinité, ne montrent pas de signes de faiblesse et de maladie. Ils retardent la consultation. C'est en déconstruisant nos stéréotypes de genre que nous pourrons construire des pratiques et des réflexions non discriminantes. L'attente de féminité comme de masculinité perturbe donc notre rapport à la santé. Et c'est ça qui est sexiste. Alors, s'il y a bien un sujet tabou, c'est le sujet dont on va parler maintenant.
Depuis quelque temps, on parle plus souvent des règles des femmes, notamment il y a eu les formidables travaux et livres d'Élise Thiebaud. Mais la ménopause, ça reste un nœud. Hein. Là, on n'en parle pas beaucoup. Et avant de passer la parole à Brigitte Marty, qui est chercheure ou chercheuse. Moi, j'aime pas trop chercheuse, je dis chercheureux, mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, et qui travaille beaucoup sur les questions de genre entre la France et les États-Unis, et qui est aussi rédactrice en chef du magazine 50-50. Je voudrais juste vous dire que dans Terrienne, on a parlé d'un petit sujet qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est qu'au Cameroun, dans un coin un peu à part des grandes villes, eh bien, il y a une région où quand les femmes arrivent à la ménopause, elles ont le droit, c'est socialement un droit reconnu, de se jeter sur tous les hommes qu'elles souhaitent, parce que enfin, elles sont délivrées de la peur d'être enceintes. Voilà. Alors, il faudrait la première. Moi, je sais pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. La première, voilà. Alors ça, c'était le titre de ma recherche, The Making of an Aging Woman. Non, on peut revenir sur le titre. Et donc, l'idée du titre, c'est pour dire qu'il s'agit d'une fabrication. Et c'est une fabrication qui échappe à la femme. Elle est réifiée et je vais vous expliquer comment c'est venu, puisque diapo suivante. Et on va repartir sur toutes les histoires d'hystérie, tout ce que vous avez entendu, vous allez revoir que ça réapparaît avec ce qui arrive aux femmes à la fin de l'âge de la reproduction. Alors ça, c'est Charles de Gardanne qui a en fait inventé le mot ménopause, qui est un néologisme, et qu'il a inventé d'abord en 1816 sous le nom de ménesposis, et ensuite il a réécrit son traité pour mettre le mot ménopause, pour nommer la fin des règles de la période de reproduction, mais pas seulement. C'était en fait un traité qui parlait effectivement de la fin de cette période, mais qui parlait de toutes les maladies qui sont mises sous le terme ménopause. Donc en fait, c'est un traité de malades, et non pas un traité d'une fin d'une période, etc. Donc on reconnaît déjà l'aspect sexuel de la femme, puisqu'elle est destinée à faire le bonheur de l'homme, l'aspect esthétique aussi, puisque pour faire ça, et la reproduction. Donc vous voyez dans ces termes, et ensuite la dernière chose dans la deuxième citation, elle est victime. Ça c'est très clair, et surtout il faut l'effrayer, parce que ça serait même trop facile de passer cette période sans en avoir peur. Il faut savoir aussi que toutes les femmes n'ont pas le même corps à cette époque, 19e siècle. Le montée du capitalisme avec la révolution industrielle. Eh bien, à cette époque-là, les femmes ouvrières, les femmes paysannes, enfin toutes les femmes des classes populaires, n'ont pas la ménopause, ne passent pas cette période-là. Elles ont d'autres maladies, la tuberculose, les MST, la typhoïde, le choléra, etc. Donc on a la femme bourgeoise qui, elle, est dominée par son utérus, comme on a vu déjà, donc l'hystérie, etc. Et donc le discours des docteurs est très simple. Alors là, je vous cite juste un docteur américain de 1874. Ce n'est pas la dure vie de labeur faite de privation qui rend les femmes de notre pays invalides, mais les circonstances et habitudes intimement connectées à la possession de richesses. Donc ça, c'est en 1874. La diapo suivante. Ah non, c'était celle d'avant, excusez-moi. Voilà, donc ça pour vous dire que ce qu'a mis de Gardanne dans son livre, qui n'est pas anodin, il va passer jusqu'à nos jours, il va être toujours présent, il est encore présent. Bon là c'est en 1970, mais je trouve que cette citation est très explicite, hein, c'est quand même la Convention démocrate de 1970, c'est pas vieux. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incident de la baie des Cochons, c'est ce qui a été un grand vecteur de tension
de tension pendant la guerre froide. Donc il y avait une décision forte à prendre de président, que c'était évidemment Kennedy qui était président. Et donc voilà, donc la physiologie de la femme, 1970, mais c'est continu, hein. On a eu tout ce qu'il fallait avec celui qu'on appelle le numéro 45, qui est donc le président actuel, hein, qui a donné tout ce qu'il fallait. Je vous signale que Hillary Clinton, elle devait aller en prison. Donc la suivante. Donc on parle de mythologie populaire. Et on est parti de ces mythologies populaires. En fait, il y a une idée qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une condition préexistante à tout ça, et donc une condition préexistante à la science, au développement de la science. Donc des mythologies populaires, on est arrivé au monde de Gardanne, je vous le recite encore pour le plaisir, et ensuite il faut comprendre ce que c'est qu'un mythe. Alors moi je me sers beaucoup de Barthes, qui est une grande référence pour tout ce qui est mythologique, et puis c'est pour dire qu'on échappe à une certaine forme de vérité, où on échappe à une certaine forme d'expérience grâce à un mythe. Et donc ça donne une spécificité à la personne qui manipule le mythe, et évidemment la personne qui est mythifiée a une autre spécificité. Donc, et le mythe retire l'histoire. Tout le monde parle de l'histoire des femmes qui disparaît joyeusement. Donc voilà, diapo suivante. Alors ça, donc on est passé de Gardanne, donc l'utérus, on est passé aux ovaires. Et les ovaires, c'est évidemment, on arrive tranquillement à la découverte des hormones. Je vous rappelle, enfin je ne sais pas si vous saviez, mais l'œstrogène a été découverte, isolée en 1921. 1921, et par Ernst Lacker. Et ça a été découvert dans l'urine des talons. Parce qu'il se trouve que tout le monde a à peu près les mêmes hormones. Les hormones sont des transmetteurs. Et évidemment, c'est des doses différentes, c'est des actions différentes, mais ce sont des transmetteurs. Avant, on pensait que c'était seulement le système neurologique qui transmettait. On a découvert, et ça c'était Claude Bernard qui a découvert qu'il n'y avait pas que ça. Et donc les hormones, on a recherché les hormones. Le fait que ça soit l'œstrogène qui soit découvert dans l'urine des talons a été évidemment occulté. Et on est arrivé à une idée qu'il fallait développer. Alors ça, c'est une question politique, hein, évidemment. Il faut développer quelque chose avec cette recherche. Donc vous avez une collusion avec les chercheurs, l'industrie pharmaceutique et la clinique. Alors les biochimistes, eux, ils appelaient les oestrogènes des hormones mâles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fluidité dans le système hormonal. Et il n'est pas non plus fait que dans les gonades. Et donc, on a sexualisé, comme on a sexualisé le cerveau, on a sexualisé les hormones. Ce qui a fait que la recherche s'est faite sur l'urine de femmes, que la recherche s'est faite sur les ovaires de femmes, qui depuis 1872 pouvaient être enlevés, puisque c'était le moment où le chloroforme a été inventé, donc, mis ensemble, puisque c'est plutôt l'histoire moléculaire, et qu'on a pu opérer des femmes et enlever des ovaires sains, hein, et donc les maris, l'hystérie encore, les maris pensaient, alors c'est pour ça qu'il y a le passage de l'utérus à l'ovaire est important, les maris pensaient que leur femme était hystérique, on enlevait les ovaires, qui est évidemment sain, et même parfois, j'ai retrouvé dans des archives aux États-Unis des maris qui se demandaient pourquoi leur femme voulait faire des études, donc on lui a retiré les ovaires, puisque c'était le mari qui décidait. Bon, ça c'est pour... non, encore celle d'avant. Donc c'est très important. Je voulais juste signaler Nelly Houtzdorn, qui est une Hollande, Néderlande, des Pays-Bas, voilà, qui est une femme des Pays-Bas, et voilà, donc qui a fait beaucoup de recherches, qui est biologiste. La slide suivante, voilà. Alors ça, c'est pour vous dire, ça c'est une photo que j'ai prise récemment. Donc les hormones sont aux femmes ce que l'eau est aux plantes, et on doit pouvoir refill, ça veut dire remplir notre réservoir d'hormones. Alors juste une petite histoire parce que j'ai fait des interviews aussi. J'ai interviewé un docteur qui m'a dit que les hormones n'étaient pas naturelles, que c'était la pauvre femme allait être affligée, ça c'était en 2014, et que de tas de choses, et qu'il fallait absolument on pouvait maintenant la soulager avec des hormones, hein, donc les HRT.
non pas les charties, ça m'énerve. L'hormonothérapie. Et puis, voilà. Il y a eu, ça c'était une idée qu'une théoricienne américaine a mis en place pour savoir comment on pouvait être aveugle aux évidences. Évidemment, c'est un oxymore. Et donc, elle a mis ces notions qu'on retrouve. Une petite idée, le docteur C, que j'ai interviewé, qui faisait ses études de médecine de gynéco en fin des années 70, début 80, elle a demandé à son professeur de gynéco pourquoi il fallait commencer la pilule un dimanche, puisqu'ils expliquaient comment commencer la pilule. Et elle a dit pourquoi on ne le fait pas juste à la fin du cycle. Et puis il a dit comme ça, elle n'aura pas ses règles un week-end. Et donc elle a dit mais moi je travaille, je préfère avoir mes règles le week-end qu'en semaine. Et il a dit non, parce que les maris préfèrent avoir leurs femmes pour avoir des rapports sexuels le week-end. Donc ça, c'est... Il va falloir conclure. Hein. Comment? Oui, c'est la conclusion. Alors, oui. Donc là, juste pour ça, c'était important, l'initiative des femmes. 160 000 femmes sont rentrées dans un système d'études pour l'hormonothérapie. On avait déjà des études qui montraient que c'était extrêmement dangereux. En 2004, ils ont été obligés d'arrêter l'expérimentation parce que les femmes mouraient ou avaient des accidents cardiovasculaires, des embolies, etc. Et c'est l'OMS qui a fait arrêter l'étude pour dire que ce n'était pas anodin. Et bon, ça c'était ma petite phrase pour finir, une recommandation peut-être, imaginer une réconciliation du réel des femmes et des hommes, de la description et de l'explication, de l'objet et du savoir. Merci beaucoup. Donc on va maintenant faire un saut dans l'enfance, mais dans l'enfance après qu'il y a des conséquences sur toute la vie. On croit toujours que les choses vont reculer, les gouvernements où se pratique l'excision, les mutilations génitales féminines, puisqu'il c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a beaucoup qui ont pris des lois, qui ont fait voter des lois, et pourtant ça ne recule pas. Parce que, évidemment, c'est un sujet qui ne concerne pas que la santé des femmes, ça concerne aussi le statut des femmes, et les femmes jouent même un rôle assez terrible dans la perpétuation de cette tradition, entre guillemets. Et ça a des conséquences aujourd'hui, puisqu'il y a des femmes qui fuient les pays parce qu'elles sont mieux informées, pour échapper à ces mutilations. Et évidemment, pour en parler, je pense que Moira Sauvage, qui est vice-présidente du regroupement, on va dire, Excision, parlons-en, est très très bien placée. Merci et bonjour à tout le monde. Il y a une question que je me pose depuis que je m'occupe de ce sujet. Pourquoi l'excision existe-t-elle ? Comment cette idée bizarre de vouloir mutiler le sexe des filles a-t-elle pu traverser l'esprit des sociétés depuis des millénaires et sur tous les continents? Mutiler pour rendre belle, mutiler pour contrôler, mutiler à vie de jeunes corps pour en faire des femmes respectables et soumises. Et pourquoi l'excision se perpétue-t-elle encore aujourd'hui, alors qu'en France, bien sûr, elle est devenue un crime et que dans le monde entier, on la dénonce, que ce soit aux Nations Unies ou à l'Organisation de l'Unité africaine. Cette excision, elle ne date pas d'hier. Des momies égyptiennes aux tribus d'Amazonie en passant par l'Indonésie d'aujourd'hui, on la retrouve partout. Et j'aime à rappeler qu'en France, au XIXe siècle, et aux États-Unis jusque dans les années 50, on a excisé des femmes qu'on jugeait hystériques. Toujours l'hystérie. Et aujourd'hui même, certaines ethnies en Asie centrale, en Inde du Nord, perpétuent la tradition. Et on la retrouve aussi dans les pays occidentalisés, dans les communautés immigrées, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis et en France, bien sûr. Bref, aujourd'hui, ce sont 200 millions de filles et de femmes qui ont été excisées dans le monde. En France, elles sont 60 000. Et pendant cette journée, je vais vous inviter à avoir une petite pensée pour les petites filles
qui, quelque part, seront en train d'être excisées, puisqu'on en excise une toutes les 6 minutes chaque jour dans le monde. Alors certains d'entre vous n'ont pas connaissance de la crudité de l'excision. En quelques mots, il s'agit de couper le sexe de la fille, soit en ne coupant que la partie visible du clitoris, soit en coupant également les petites lèvres et les grandes lèvres, le tout avec un rasoir qui, dans les villages, est rarement stérilisé. La forme la plus grave de mutilation se trouve dans la corne de l'Afrique. C'est l'infibulation, qui consiste ensuite à recoudre pour refermer le vagin jusqu'au mariage, provoquant des infections et des douleurs que l'on peut imaginer. Alors, l'excision est parfois pratiquée aujourd'hui dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans certains pays. Cela favorise évidemment une meilleure prophylaxie, mais n'abolit pas les conséquences, ni physiques, ni psychologiques. Par les souffrances qu'elle provoque, l'excision n'est pas seulement l'un des multiples visages des violences infligées aux femmes dans le monde, c'est aussi la forme la plus terrible du sexisme. Ce sexisme qui choisit à l'avance le destin de la personne parce qu'elle est née de sexe féminin, qui lui attribue un rôle immuable, différent de celui des hommes, qui la discrimine et qui l'empêche d'avoir le choix. Ce sexisme qui dénie aux jeunes excisés les plus évidents de leurs droits fondamentaux, celui de conserver leur intégrité physique, celui de ne pas subir de souffrance, celui de jouir de leurs droits sexuels et reproductifs tout au long de leur vie. Car vivre l'excision, c'est quoi ? Il est aujourd'hui admis que toutes les femmes n'en vivent pas de la même façon les conséquences. Certaines en meurent par hémorragie lors de l'excision elle-même, ou lors des accouchements rendus problématiques par de mauvaises cicatrisations. D'autres souffriront toute leur vie lors des rapports sexuels ou pendant leurs règles. D'autres ne ressentiront que de légères douleurs. Certaines découvriront même qu'elles n'ont été excisées que lors d'une visite chez le médecin en France. Mais pour ces femmes, il faut alors prendre en compte les conséquences psychologiques, le choc du traumatisme, lorsqu'elles ont été assez grandes pour se souvenir de l'événement. Avoir été excisée, c'est être différente des autres femmes. C'est avoir été victime d'une violence. C'est vivre avec le souvenir de la douleur que leur ont infligée leurs proches, c'est-à-dire les femmes de leur famille, en qui elles avaient confiance. C'est le sexisme, cette discrimination basée sur le sexe qui enlève aux femmes ce qu'elles ont de plus précieux, de plus intime, cette capacité à éprouver du plaisir clitoridien. En leur enlevant des morceaux de chair, c'est aussi l'accès à toute une partie de leur vie de femme qui leur est interdit. Cette tradition perpétue ainsi la rassurante domination masculine sur les femmes, ce status quo que peu souhaitent changer. Les hommes, car ils sont ainsi certains de garder leurs femmes, et les femmes, par peur du qu'en dira-t-on, de ce regard social qui pèse si lourd sur les individus qu'il faut beaucoup de courage et d'indépendance d'esprit pour s'opposer à la tradition de l'excision et risquer que sa fille ne soit pas considérée comme bonne à marier. Cette tradition, qu'on la dise religieuse ou sociale, qui est mise en avant par la plupart des sociétés qui pratiquent l'excision, n'explique pourtant rien. Elle est un cache, un prétexte sur lequel s'appuie, parfois en toute bonne foi par celles et ceux qui la revendiquent, un sexisme immémorial, celui qui fait que dans toutes les sociétés, les deux sexes n'ont pas les mêmes droits, et que le masculin, comme le dit encore notre grammaire, l'emporte sur le féminin dans la plupart des domaines. Alors, pour lutter contre le sexisme, et notre mobilisation d'aujourd'hui de 22 associations réunies le prouve, rien ne vaut l'action. C'est pour ça que nous avons créé, il y a 5 ans, Excision Parlons-en. C'est une plateforme associative, un réseau d'une 40aine d'associations et de partenaires qui, d'une façon ou d'une autre, s'engagent contre les mutilations sexuelles. Excision Parlons-en rassemble aujourd'hui les acteurs les plus compétents sur le sujet pour communiquer, briser les tabous, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop de ce qui se passe de ce côté-là de nos corps, et faire entrer la thématique dans l'agenda politique et surtout élaborer des outils de protection et de prise en charge des femmes qui soient innovants, gratuits et accessibles à tous et toutes. Comment faisons-nous ?
Nous partageons entre nous les informations et les bonnes pratiques. Nous menons des plaidoyers vers les pouvoirs publics, aussi bien au niveau national qu'international. Et surtout, nous informons le grand public qui est encore assez ignorant que l'excision est un problème français. Pour cela, nous avons mis en place plusieurs outils d'information, une newsletter, des publications, un site internet, et nous avons réussi à rassembler ces 5 dernières années plus de 4000 professionnels et personnes concernées lors d'une vingtaine de conférences. Nous avons mis sur pied un photoreportage sur la thématique de l'asile, des femmes qui demandent asile à cause de l'excision. Cette exposition circule en France depuis 2 ans. Et nous avons contribué à une plateforme en ligne de formation pour les professionnels. Vous pourrez trouver les documents concernant tout ça sur la table d'un des stands que nous tenons avec les autres associations à l'heure du déjeuner. Et surtout, notre action depuis l'année dernière et que nous continuons cette année, c'est une campagne de prévention à destination des adolescentes, que certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de remarquer sur les panneaux d'affichage des autobus JC Deco. Et cette campagne s'appelle Alerte Excision et elle vise à prévenir les jeunes filles qui vivent en France, qui sont les camarades de classe de nos enfants, du risque qu'elles courent d'être excisées lors des grandes vacances lorsqu'on les envoie dans la famille au pays d'origine. En France, il y a 3 adolescentes sur 10 dont les parents sont issus de pays qui pratiquent les mutilations sexuelles, qui sont aujourd'hui menacés. Ça fait des milliers de jeunes filles. Le 5 février, nous lançons la 2e phase de la campagne avec une nouvelle affiche et un chat numérique qui permettra à ces jeunes filles d'avoir des conseils et de parler. Entre mars et juillet 2017, environ 1 million de personnes ont été touchées par cette campagne. Un succès ? Certainement. Mais est-ce que toutes les jeunes filles à risque sont aujourd'hui à l'abri? Nous savons que le temps du changement est long et c'est pourquoi nous continuerons à essayer d'agir, car c'est bien le problème auquel nous sommes toutes et tous confrontés. Parés des atours du comme il faut, de la fidélité aux ancêtres, du respect des coutumes, le sexisme avance masqué. Et le dénoncer, le mettre à jour, doit donc faire partie du premier travail de démolition des inégalités, aussi bien dans nos sociétés occidentales qu'ailleurs dans le monde. Je vous remercie. Et donc, ce clitoris, on n'a pas fini d'en parler, surtout qu'on continue toujours à valoriser la sexualité vaginale au détriment de la sexualité clitoridienne. Je ne sais pas si vous avez lu, il n'y a pas longtemps, il y avait un article formidable dans Le Monde d'une des rédactrices en chef du Monde Magazine qui se moquait de tout ça. C'était absolument merveilleux. Si vous avez l'occasion, relisez-le. Et donc, on va, avant de tirer les conclusions de cette matinée, tout savoir sur le clitoris en vidéo. Je voudrais mettre le doigt sur un truc énorme. Le clitoris, on est d'accord que c'est juste un morceau de corps humain, mais qui déclenche des polémiques. Au début, durant l'Antiquité grecque, clitoris était le nom d'une amante de Zeus qui avait la taille uniformée. Le mot vient du grec keito qui veut dire la clé. Tu comprends les métaphores? Et puis, quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte qu'on a passé notre temps à le redécouvrir, puis à l'oublier, puis à le retrouver par hasard, puis à faire comme s'il n'existait plus. C'est un peu comme si tu redécouvrais tous les 2 jours quelqu'un d'un coude. Pour être un peu plus précis, en Europe, au début du Moyen-Âge, on pensait plus ou moins que ça servait à enfanter. On savait pas trop. Arrive ensuite le XVIe siècle avec André Vézal, anatomiste, médecin et pas la moitié d'un con, qui déclare que le clitoris est une malformation féminine, un peu comme un pénis qui aurait mal tourné. Non, non, je voulais enlever. Je voulais enlever. Mais une femme n'a que faire d'un tel appendice. C'est comme si vous le portiez en condamne. Quelle idée. Et puis au XVIIe siècle, on arrête de les couper parce qu'on se dit que en fait on s'est gouré et que finalement c'est peut-être lié à la reproduction. Autant pour moi. Je vous l'ai mis dans un petit fashion deck. Et puis en 1900, il y a Freud qui débarque avec l'idée stupide qu'une sexualité clitoridienne c'est soit déviant, soit immature. Bon, on aurait dit qu'une femme mature c'est avant tout le vagin. Et en 1930, les scientifiques se mettent enfin d'accord. Ce qui est sûr maintenant, c'est que ce n'est pas relié à la reproduction. Pardon? Le plaisir, c'est pas de la science. Donc, on dit que ça sert à rien, et comme ça, on va bouffer. Du coup, on le retire du dictionnaire et des manuels d'anatomie jusqu'en 1960. Oui, ben maintenant on en parle, les féministes elles nous saoulent tout le temps avec le clito.
mais pas la bouche pleine. Pour faire court, il existe encore beaucoup de cultures dans lesquelles dans tous les cas, ça reste dans le but de contrôler la sexualité féminine. Ah ben parce qu'elles vont pas faire ce qu'elles veulent non plus. Dans l'ouest de l'Afrique, ça concerne plus de 80% des femmes. Aux États-Unis aussi, il y en a 200 000 qui risquent d'y passer tous les ans. En tout, ça représente 6 000 clitoris en moins par jour dans le monde. Allez, continue avec moi. Un clito. Et tout. C'est un peu comme si on voulait l'effacer de l'esprit en le retirant du corps. Aujourd'hui, tout le monde connaît le clitoris, il y en a plein dans des films de cul. Va reprendre un bol de gravy. Selon une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes faite en 2016 dans un collège français, 83% des filles et 68% des garçons de 15 ans ne connaissaient pas la fonction de cet organe. En même temps, selon le Huffington Post, en 2017, seule l'édition Mania a dessiné correctement le clitoris dans les manuels scolaires. Et non, un clitoris n'est pas une petite perle dans une huître. C'est un iceberg. À la bonne échelle, ça ressemble à peu près à ça. Ça fait entre 8 et 12 cm. Bon, en gros, ça, c'est ce qui dépasse. Et tout ça, c'est relié. Ça passe derrière les lèvres et c'est érectile et érogène. Ça te rappelle un truc? Bon, c'est vrai qu'il a fallu attendre 2002 pour que l'OMS relie la notion de plaisir à celle de la santé. D'ailleurs, ce qui donne en grande partie le plaisir vaginal, c'est la stimulation indirecte des bulbes de clitoris. Et voilà. Et c'est quand ces bulbes sont gonflés que le vagin il est content et qu'il s'ouvre. Par contre, tout le monde se calme parce que ça prend 20 minutes en moyenne. Je passer là, mais ça ouvre pas tout de suite là. Érogène. Bah, érogène, c'est comme si. Érogène. Oui, c'est quoi érogène? Alors, quand on dit une femme clitoridienne ou une femme vaginale, eh ben, c'est un faux débat. Ça n'existe pas. C'est toujours plus ou moins relié au clitoris. Pour être clair, aujourd'hui, la seule fonction qu'on connaît au clito, c'est le plaisir. Et le plaisir, pour ton cerveau, ton corps et ta santé, c'est vital. Et tout le monde s'en fout. Donc, par exemple, le respect, c'est érogène. Ah si, le respect, ça fait plaisir. Voilà. On voit bien quand même que l'humour, ça peut être une arme de construction massive. Hein. Voilà. Et donc, pour tirer les conclusions de cette première séance, de cette première journée nationale contre le sexisme, eh bien, nous le faisons avec Claire Guilberto. Annie, pardon, excusez-moi. J'ai bien aimé m'appeler Claire aussi, donc. Excusez-moi. Voilà. Alors, la santé est-elle malade du sexisme? J'ai envie de retourner la question. La médecine n'est-elle pas malade du machisme? Et quand nous entendons deux prestigieux médecins, Broca, Charcot, érigés au pinacle de la science, qui ont sabré une partie de nos libertés intellectuelles, une partie de nos libertés sexuelles, il y a de quoi s'interroger. Comment leur cerveau fonctionnait-il du point de vue machiste? J'ai pas préparé d'intervention à ce sujet, mais je voudrais quand même rappeler que Charcot a une salle à la Salpêtrière qui est baptisée salle Charcot, du fait de la reconnaissance de sa science, et que Broca a baptisé une aire cérébrale, l'aire de Broca, celle qui est affectée au langage, créant derrière lui des lobbies internationaux pour dire que cette aire, il ne fallait surtout pas y toucher. Or, des médecins aventuriers ont aujourd'hui la certitude, après des opérations cérébrales qui ont nécessité une intervention dans l'aire de Broca, que les patients retrouvaient parfaitement le langage. Donc ces erreurs grossières ont bloqué non seulement la vie des femmes, mais aussi l'évolution de la science. Je ne vais pas refaire une intervention, alors que je vais faire une conclusion courte. Cette conclusion, par souci de synthèse, Juliette et moi l'avons orientée en reprenant les grands axes de ce qui a été dit ce matin, mais pas en reprenant évidemment les détails. Les interventions étaient précises. Les propositions que vous avez pu entendre seront reprises dans le rapport qui vous sera présenté ce soir. Donc je vais surtout souligner que ce rapport des femmes
à la santé complexe, nous l'avons vu tout au long de la matinée, varie selon les époques et les territoires, et ce tant du point de vue des soignantes que des soignés. En permanence, leur corps et leur capacité à exercer sont l'objet d'intentions sexuées. Ces débats ont appuyé l'idée que les femmes, parce qu'elles sont femmes, sont davantage soumises et sujettes à certains risques pathologiques. Comme l'a souligné Femmes Solidaires, les femmes en situation de précarité sont particulièrement impactées et de manière disproportionnée par des maladies professionnelles, des troubles mentaux comme le stress, l'anxiété. De son côté, la Fédération nationale Solidarité Femmes a quant à elle montré que ces risques sont similaires à ceux rencontrés par les femmes victimes de violences sexistes, en proie à des dommages physiques et traumatiques et à un état de stress global dégradé, de santé globale dégradée et de stress aggravé. Nous comprenons bien que la situation de précarité et de méconnaissance des droits est un facteur aggravant d'accès à une santé égalitaire. Rappelons ici que 80% des femmes handicapées sont touchées par les violences. Je profiterai de ce propos pour avoir une pensée particulière pour Maudy Piot, qui aurait dû être là aujourd'hui et qui aurait pu parler ce matin de toutes ces questions liées au handicap. Maudy, magnifique dame, nous a quittés il y a quelque temps et ne peut pas malheureusement être ici parmi nous. Elle est en tout cas présente dans l'esprit de celles qui l'ont connue et aimée. Ces risques spécifiques aux femmes sont renforcés par une retenue des informations. Cette table ronde pose une question importante. Pour qui est la santé? Qui a le droit à la santé? Pour pouvoir se soigner, il est nécessaire de savoir où se renseigner, où aller, par qui et comment se soigner. Or, ces informations ne sont quasi plus à la disposition de bon nombre de femmes du fait de la disparité territoriale des implantations de services de santé, voire de la réduction de beaucoup d'entre eux. Point souligné par le planning et par Solidarité Femmes. Il se trouve que du fait, l'accès aux questions de santé sexuelle et reproductive, l'accès aux maternités, l'accès à l'IVG, bien qu'existant dans les droits, est limité dans les faits. Une politique territoriale d'implantation des établissements de santé revue et corrigée nous permettrait d'évoluer dans le sens de l'application des droits qui nous sont propres. Il est indispensable de pouvoir offrir à toutes les femmes, peu importe leur situation, leur culture, le milieu ou leurs moyens, une information objective et précise sur leurs droits en termes de santé pour qu'elles puissent exercer librement leur choix libre et éclairé. Pourquoi la santé des femmes est-elle si problématique? S'agit-il d'une méconnaissance du corps des femmes? Prenons le temps de raconter une rapide anecdote. Réapparue il y a quelques jours, l'astronaute américaine Sally Ride a raconté qu'en prévision d'un départ dans l'espace, les ingénieurs du centre spatial lui avaient demandé si 100 tampons semblaient suffisants pour une semaine de voyage. Cet exemple, effectivement, porte à sourire, mais il est éclairant. Ce n'est pas la santé ni le corps des femmes qui étaient problématiques ici, c'est la façon dont cette santé et ces corps ont été appropriés, vus, étudiés par des hommes d'un point de vue strictement masculin. Le clitoris en était un autre exemple. L'hystérie que nous avons abordée avec Nicole Edelman, la ménopause analysée avec Brigitte Marty, ou la supposée différence des cerveaux entre femmes et hommes examinée avec Catherine Vidal en font partie. La médecine et la santé ont historiquement été construites par des savoirs masculins. C'est pourquoi la santé des femmes en a été exclue. Depuis des décennies maintenant, les femmes sont en mesure de prendre une contraception hormonale. Depuis des décennies, pourtant, beaucoup d'entre elles sont sujettes à des effets secondaires à cette contraception. Il y a quelques années, des essais pour une contraception masculine ont été abandonnés à cause de ces mêmes effets secondaires. Pourquoi le corps des femmes serait-il un objet de test où les conséquences n'ont que peu d'importance et celui des hommes un lieu sanctuarisé? Rien ne justifie ces inégalités. C'est le contrôle du corps des femmes qui est ici en question. Ce corps doit se conformer à l'image et au rôle qui est attendu d'elle, à l'image de la mère ou de la sainte jusqu'à la forme la plus aboutie
de femmes réduites sexuellement à un objet, et dans sa forme de violence la plus aboutie, les mutilations sexuelles féminines, dont le seul et unique but est de contrôler la liberté sexuelle, la sexualité tout court et le plaisir. Des fois qu'avec du plaisir, on aurait envie d'en avoir avec d'autres hommes. Là, le problème a été réglé. Et merci à Excision Parlons-en de nous rappeler que trop nombreuses sont les femmes, les jeunes filles qui aujourd'hui subissent encore des mutilations de toutes formes, qui sont vraiment le summum de la violence, la barbarie pure et dure. Et tout ça au nom de culture et de tradition. Les mauvaises traditions, il faut les déconstruire, il faut les abroger. C'est le contrôle du corps des femmes qui est ici en question. Ce corps doit se conformer à l'image attendue d'elles. Le sexisme dans le milieu médical regroupe tous ces éléments, et bien d'autres encore. Nous aurions pu développer aujourd'hui les questions de l'endométriose, des handicaps physiques et mentaux, des inégalités dans la recherche ou encore des violences obstétricales. Le sexisme traverse tous les aspects de la vie des femmes. Si notre table ronde n'a pas pu aborder l'ensemble des sujets, nous espérons qu'elle aura fourni quelques pistes de réflexion pour améliorer la santé des femmes et de toutes les femmes, et ce, quel que soit le territoire sur lequel elles vivent, et surtout à déconstruire le sexisme. Pour que chacun et chacune puisse avoir le droit à la santé, pour que la santé puisse être guérie du sexisme, ensemble contre le sexisme. Maintenant, pardon. Maintenant que nous sommes rassurés par Catherine Vidal, notre cerveau fonctionne bien, parfaitement bien. Nous avons essayé de le nourrir ce matin. Nous allons maintenant vous proposer d'aller nourrir vos corps, puisqu'on sait le lien important, étroit, entre le corps et l'esprit. Alors maintenant, il faut juste que je reprenne mes notes pour vous dire où aller. Ou alors que je passe la parole à Catherine qui connaît mieux les lieux que moi. Voilà, ça c'est le rôle des DIRCOM toujours. Merci beaucoup Annie et merci. Je vous remercie et merci à toutes les femmes qui sont là et qui sont intervenues ce matin. Alors justement, si vous voulez, avant de parler du déjeuner, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez discuter plus en détail, je vous invite à aller dans la salle des associations qui se trouve quand vous sortez, dont vous allez au bout du couloir à votre gauche. Vous allez voir, vous allez avoir des stands et dont vous pourrez comprendre mieux ce que font toutes ces associations. Donc je vous invite à y aller, mais disons qu'avant, en effet, il faut se restaurer. Donc en sortant à votre droite, vous allez trouver un snack où vous allez pouvoir déjeuner et profiter de ces moments de convivialité. Mais venez de façon très précise, on a quand même bien assuré le timing, c'est quand même très bien, car nous recevons en début d'après-midi Laurence Rossignol, qui est à l'initiative de ce collectif. Donc je vous demande d'être dans la salle un petit peu avant 13h45, on démarrera à 13h45 précise. Merci beaucoup.